Bien, bonjour. Je suis Benoît Ritchie, je suis chercheur à INRAE, à l'UMR Apsis à Montpellier. Donc, je porte le projet Biodicapt avec Bertrand Gaufre, qui est présent dans la salle, et qui est chercheur INRAE à l'unité PSH à Avignon. C'est un projet qui vise au suivi à grande échelle et par capteur de la biodiversité, support de services écosystémiques pour l'évaluation des systèmes agroécologiques. Et donc, c'est un projet du dernier appel d'offres, qui va démarrer en 2025 et pour 5 ans. On avait terminé sur une question sur la définition de l'agroécologie, je vais donner la nôtre. L'agroécologie, pour nous, ça repose sur des systèmes de production qui sont diversifiés et complexes et qui s'appuient sur la biodiversité et les services écosystémiques que fournit cette biodiversité. Et pour développer ces systèmes, il y a un besoin de méthodes pour suivre, quantifier à grande échelle et de manière conjointe à la fois biodiversité, en incluant un grand nombre de taxons, les pratiques agricoles, les infrastructures agroécologiques et les fonctions écologiques à l'origine des services. Et donc ces méthodes, elles doivent permettre de collecter des données avec des approches standardisées, que ces méthodes puissent être déployées simultanément sur un grand nombre de parcelles et alimenter des modèles. Et donc l'objectif du projet, ça va être de mobiliser des capteurs et algorithmes déjà disponibles. Donc on n'est pas dans le développement de capteurs, notamment des enregistreurs audio et de la détection image par proxy et télédétection. Par contre, l'enjeu, ça va être d'améliorer la capacité de ces capteurs à prédire les composantes de la biodiversité en multitaxons et puis les services qui sont associés. Et l'enjeu, ça va être de déployer ces capteurs à grande échelle dans des réseaux de surveillance, donc des réseaux de parcelles commerciales, avec pour objectif de pouvoir intégrer ces mesures multitaxons, multicapteurs dans une évaluation de la multiperformance et dans des approches de co-conception. Alors l'idée, c'est d'avoir une vision large de la biodiversité des services. On a quand même un focus sur des éléments plus spécifiques, et notamment la conservation de la biodiversité, le contrôle biologique des bioagresseurs et la pollinisation. Donc on est un consortium de 18 unités de recherche avec 8 organismes de recherche et puis Chambre d'Agriculture France. Donc du coup, ce consortium apporte des expertises dans un certain nombre de domaines, notamment sur l'influence des pratiques et du paysage sur la biodiversité, les services écosystémiques, la multifonctionnalité des agroécosystèmes, sur la surveillance de la biodiversité par capteur automatisé, sur l'utilisation de la télédétection pour décrire les occupations du sol, les pratiques agricoles et les infrastructures agroécologiques, et sur le lien aux acteurs dans les territoires et le lien à des réseaux institutionnels. Et donc, on propose de déployer les suivis par capteur dans des réseaux de parcelles à étendue nationale avec une approche imbriquée, avec d'une part des réseaux type recherche. Donc, on a 8 réseaux de recherche. Donc, c'est des réseaux de recherche qui sont déjà suivis par des unités de recherche. Donc les contacts avec les agriculteurs sont établis et donc il y a déjà des données souvent de type classique sans capteur, parfois déjà avec capteur, qui sont acquises sur ces réseaux de parcelles. Et donc on couvre un grand nombre de systèmes de production avec de la grande culture, de la polyculture élevage, de la vigne, des vergers. Dans un deuxième temps, l'idée de passer à la capacité de déployer ces capteurs dans des réseaux institutionnels et notamment le réseau 500 ENI. Alors c'est 500 parcelles qui visent à suivre les effets non intentionnels des pratiques agricoles et notamment de l'utilisation des pesticides sur la biodiversité. Et donc dans ce réseau qui est piloté par le ministère et le Muséum d'histoire naturelle, les mesures actuellement, elles sont faites par des observations classiques, donc qui portent sur les vers de terre, les oiseaux, les coléoptères et la flore des bords de champs. Et donc l'idée, c'est de voir comment on peut, dans ce réseau de grande taille, implémenter des capteurs. Et puis un dernier niveau qui est une forme de démocratisation de ce type de suivi, avec l'idée de pouvoir développer des capteurs autoconstruits bas coût qui puissent être mis à disposition de chaque agriculteur qui souhaiterait les utiliser.
Alors, je vais présenter l'organisation un petit peu de chacun des work packages. Donc, on a un premier work package qui est porté par Karine Princet et Nicolas Parizet et qui vise un petit peu à se poser, de dire, voilà, avec les objectifs qu'on a, comment on s'y prend. Comment on s'y prend pour développer un réseau de surveillance multitaxon, multicapteur à grande échelle. Et donc, ça implique de faire l'inventaire des dispositifs qui existent et d'évaluer le potentiel d'intégration ou d'adaptation de ces capteurs pour les objectifs du projet. Ça nécessite aussi de se poser des questions d'échantillonnage par rapport aux communautés biologiques qu'on souhaite suivre. Concrètement, où est-ce qu'on met les capteurs, quelle densité spatiale et temporelle. Et avec pour objectif de pouvoir fournir une stratégie de déploiement à grande échelle. Le deuxième work package, donc, qui est porté par Yves Bas et François Chiron, lui vise à utiliser des enregistreurs audio pour pour étudier plusieurs communautés et les services associés. Donc l'idée, c'est d'utiliser des enregistrements acoustiques qui permettent de renseigner à la fois sur la composition en espèces, sur la composition et diversité entrée et sur l'activité des espèces en lien avec les services. Donc l'intérêt, c'est que c'est des méthodes non destructives entièrement automatisables et on va les appliquer sur différentes communautés, donc notamment la biodiversité nocturne, c'est-à-dire les chauves-souris, les orthoptères et les petits mammifères, sur les insectes volants, ce qui inclut les pollinisateurs et du coup ces capteurs permettent aussi d'avoir l'activité des pollinisateurs et sur les communautés d'oiseaux et aussi les pratiques agricoles. Et on s'insère là dans des dispositifs existants, notamment le dispositif Vigikiro, qui est géré par le muséum, qui est un dispositif participatif de suivi des chauves-souris par enregistreur. Le troisième work package, qui est porté par Marc Lang et Fabrice Vinatier, il vise à utiliser la télédétection et proxy-détection pour caractériser la végétation, les infrastructures agroécologiques et les pratiques. Donc l'idée, c'est qu'actuellement, à grande échelle nationale, on a dans les bases de données existantes, telles que la BD Topo de l'IGN ou le RPG, des informations sur la localisation des haies. Ces bases de données, elles ne sont pas exhaustives et on n'a aucune information sur quel type de haie il s'agit, quelle est la hauteur, quelle est la diversité de ces haies. Donc l'idée, c'est de progresser là-dessus en utilisant les données disponibles en termes de télédétection pour avoir des informations sur la structure des haies, sur les propriétés écologiques, sur la composition, sur les propriétés écologiques. Donc, j'ai parlé des haies, mais on va aussi s'intéresser, par exemple, aux bandes fleuries, aux couverts herbacés en bordure de parcelles. Et l'idée d'avoir des informations aussi sur la gestion, telles que le fauchage, le labour, le pâturage dans les parcelles suivies. Et donc l'idée, ça va être d'utiliser une combinaison de capteurs, à la fois RGB, imagerie multispectrale, LIDAR ou système radar, portés sur différentes plateformes, que ce soit satellite, avion, drone ou smartphone, avec l'idée qu'avec le smartphone, on peut faire des travelling dans la parcelle, qui permettent d'avoir du coup des images à plus fine résolution et d'analyser ça avec une combinaison d'approches. Donc, sur l'ensemble des parcelles que j'ai présentées, donc sur ces parcelles-là, on va avoir accès à de la donnée gratuite type Sentinel-2, mais on va pouvoir choisir aussi sur une approche un peu hiérarchisée, de dire sur un sous-ensemble de parcelles, on va aller plus finement en faisant passer des drones, on va aller plus finement en achetant des images type Pléiade plus fine résolution, voire du coup faire du passage en smartphone, qui implique effectivement de limiter le nombre de parcelles. On ne pourra pas faire les approches fines sur toutes les parcelles du réseau. Le quatrième work package, qui est porté par Claire Lavigne et Fabien Laroche, ça va être l'idée de passer d'une approche par capteur, par taxon, à une approche multitaxon, multicapteur. Donc dans le WP2, WP3, il y aura des analyses qui seront faites dans le WP2, par exemple, spécifiquement sur les chauves-souris ou sur les oiseaux, dans le WP3, spécifiquement sur la flore. Et donc l'idée, c'est de regrouper toutes les données qui seront collectées pour analyser comment les pratiques, le paysage et les infrastructures agroécologiques impactent des profils de biodiversité taxonomique ou fonctionnelle, avec l'idée en retour d'identifier quel contexte, quelle pratique pour atteindre des objectifs de biodiversité.
Et le dernier work package, porté par Aurélie Mété et Christine Ménard, il vise à la co-conception de systèmes agroécologiques, au transfert de connaissances et au développement de capteurs bas coût. Donc l'idée, ça va être de mobiliser à la fois les données brutes issues des suivis de biodiversité, WP2, WP3, des sorties de modèles statistiques du WP4, pour aller vers des indices opérationnels et que ces indices ils puissent être transférés vers les agriculteurs, les gestionnaires, les décisionnaires locaux par des boîtes à outils, une boîte à outils en ligne, qui permettent aux agriculteurs d'effectuer par exemple de l'autodiagnostic ou de l'évaluation de leurs pratiques. On va aussi mobiliser les agriculteurs autour d'ateliers de co-conception pour favoriser la diffusion de connaissances dans ces groupes d'agriculteurs sur les processus écologiques, travailler l'apprentissage entre agriculteurs et le développement de bases de connaissances pour la mise en œuvre de systèmes agroécologiques. Et puis, comme je l'ai déjà dit au tout début, avec l'idée dans ce work package aussi, d'avoir une conception de prototypes bas coût autoconstruits. En gros, savoir avec ce type de dispositifs qui vont apporter sans doute des informations moins précises que les autres capteurs qu'on avait dans les parcelles. Qu'est-ce qu'on perd, qu'est-ce qu'on garde et du coup, qu'est-ce qu'on peut maintenir par rapport aux informations qu'on avait collectées sur nos parcelles des réseaux étudiés. Et donc ça sera mis en place dans le cadre d'ateliers de co-construction avec les agriculteurs en mobilisant des sites de démonstration tels que le MAS numérique. Donc voilà la structure du projet, juste pour vous montrer un peu la cohérence avec le Work Package 1 qui vise à définir une stratégie, 2 Work Packages qui visent vraiment à de l'acquisition de données, un sur de l'enregistreur audio et l'autre plutôt sur de l'image, qui convergent vers de l'analyse de données, où on met en commun les différents types de données, et ensuite vers la mobilisation des sorties pour des méthodes et outils pour accompagner la conception, la gestion des systèmes de production agroécologique, bénéfice à la biodiversité et au service. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Quel timing. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Julie Labatut, je suis directrice de recherche en sciences de gestion dans un laboratoire qui s'appelle le LISIS, dont Jeanne a parlé tout à l'heure. Et on copilote à 4 avec Florence et 2 autres collègues, Alain Charcossé et Christine Dillman, le projet co-breeding. Alors, le projet s'intéresse à la co-conception de schémas, programmes, dispositifs de sélection animale et végétale pour améliorer la multiperformance et développer des productions agroécologiques. Donc notre défi, c'est de questionner la façon dont on doit revoir la sélection, les activités de sélection génétique pour la transition agroécologique. Les activités de sélection, c'est des activités qui sont centrales dans la performance des systèmes agricoles, qui utilisent une grande quantité de données, notamment par exemple avec le phénotypage et génotypage à haut débit. Donc il y a un enjeu à reconcevoir ces activités pour répondre mieux et plus vite aux enjeux des transitions agroécologiques. Et ça, donc, en développant de nouvelles façons de mobiliser la diversité génétique, d'orienter le choix d'individus et de populations de façon différente dans des systèmes de production variés. Donc, dans co-breeding, on cherche à mobiliser les outils du numérique de manière sobre pour permettre une sélection génétique efficace pour les transitions au travers de l'étude de cas concrets dans des espèces animales et végétales majeures. Donc là, dans les photos, vous voyez qu'on a 4 espèces en animal et 3 espèces en végétal. Donc c'est un projet pour lequel on a obtenu une année supplémentaire du fait de problèmes indépendants de notre volonté au niveau expérimental, dont Florence va en parler en partie tout à l'heure. Dans le programme, on a 6 thèses et 8 post-docs. Pour l'instant, on est à la moitié à peu près du commencement de ces thèses et post-docs. Voilà, et on est organisé en 3 axes et 19 actions. Et donc évidemment, on ne va pas vous parler des 19 actions en 15 minutes. Donc on va faire un focus sur 4 de ces actions qui font l'objet de posters, mais il y a aussi plus de posters que ça, mais en tout cas, on a pris 4 cas. Donc 2 dans le premier axe de co-breeding qui s'intéresse à la façon dont à analyser et accompagner les processus de co-conception de programmes de sélection et
dans certains cas en mobilisant ou en questionnant la façon dont on va recoupler la sélection des animaux et des plantes. Donc, par exemple, dans ces différents cas d'études, on a le cas de la reconception d'une unité expérimentale où on s'intéresse à la façon dont on va concevoir des essais expérimentaux pour les transitions agroécologiques en questionnant les façons dont on peut faire des essais dans des conditions non homogènes. Et donc en fait, cet axe-là, il s'intéresse, les enjeux de la transition agroécologique, c'est autant de produire de nouvelles connaissances que de changer la façon dont on produit ces nouvelles connaissances. Donc c'est un peu l'enjeu de cet axe. Donc, un exemple de tâche dans cet axe, c'est co-concevoir des systèmes agroécologiques couplant volailles et culture. Donc on a une postdoctorante philippine qui est là-haut, qui travaille sur cette tâche-là, où on part de l'idée que la production de volailles est déconnectée des cultures à l'échelle des fermes et ou des territoires, que les lignées et races de poules actuelles n'ont pas été sélectionnées pour des systèmes agroécologiques, et que les enjeux des transitions, c'est de réviser les pratiques de recherche et notamment l'ouverture de la recherche aux parties prenantes. Donc on s'interroge sur quel dispositif de co-conception de systèmes de poules et cultures qui intègrent une diversité de savoirs et quels besoins génétiques spécifiques des volailles dans ces systèmes. Donc on a une méthode en différentes étapes. Déjà il y a un gros travail d'élaboration de la méthode parce que c'est un sujet où on part un peu de zéro, donc il faut vraiment co-concevoir la méthode en même temps que les résultats. Donc Philippine fait des enquêtes auprès des éleveurs pour identifier leurs attentes et ils ont notamment mis en avant qu'ils ne souhaitent plus dépendre des entreprises de sélection. Ensuite, là, on va mettre en place des ateliers de co-conception, puis on essaiera de modéliser les programmes de sélection et de mettre en place des essais terrain. On a mis quelques photos que Gwendal et Philippine ont pris pendant leurs entretiens. Voilà, vous voyez par exemple ici un éleveur de volailles qui est un ancien chercheur et qui s'organise lui-même pour faire sa sélection de volailles. Ou là un autre qui a mis en place des poulaillers sous forme de roulotte qui fait circuler dans ses vergers. Voilà. Et la deuxième tâche de cet axe A sur lequel on fait un focus ici, c'est le travail sur les perspectives d'évolution des systèmes de production bovins français et quelle génétique est recommandée, puisque cette tâche-là, elle part un peu de l'idée que on peut pas, qu'il y a un accroissement de l'incertitude sur l'avenir, que la génétique c'est quelque chose qui prend du temps, en tout cas en génétique animale surtout, qui prend du temps à voir les effets, et donc il faut avoir un travail de prospective un peu plus poussé que ce qu'on a pu avoir il y a 30 ans par exemple, où peut-être les objectifs étaient plus faciles à définir. Donc dans cette tâche, il y a tout un travail mené par un groupe interdisciplinaire de 20 chercheurs pour identifier les facteurs qui déterminent l'évolution des systèmes de production, construire un scénario d'évolution et identifier les caractéristiques génétiques des animaux qui vont être adaptés à ces systèmes pour dans les 20 prochaines années, quoi. Il y a un rapport qui a été fait, il y a un article en cours de rédaction. Et donc là, c'est le postdoc de Henri Lagarde qui a travaillé là-dessus. Oh, j'avais pas vu qu'il y avait une petite animation. Donc vous pouvez aussi aller voir son poster. Henri n'est pas là, c'est Didier qui représente la tâche qui est là-bas en haut. Voilà, donc par exemple, je passe sur les scénarios, mais par exemple, il a été identifié que les critères qui seraient très importants pour à la fois les filières bovins lait et viande dans 20 ans seraient la tolérance au stress hyperthermique, la santé de la mamelle, des pieds, l'efficacité alimentaire. Se pose la question aussi de la réduction de méthane, de production de méthane. Voilà, je ne peux pas détailler plus, vraiment aller voir le poster, c'est très intéressant. Je passe la parole. Donc je vais finir et pour vous montrer que nous n'avons pas de work package, mais des axes et un quatuor d'animateurs, deux animateurs étant plus de génétique végétale, moi de génétique animale, je travaille à Gabi à jouer en Josas et quelqu'un de sciences sociales, et ben nous sommes capables, Julie, de parler de génétique animale et moi de génétique végétale si on ne va pas nous demander trop de précision. Et donc, on anime collectivement vraiment
le sujet. Donc sur l'axe B autour de l'évaluation génétique, génomique et de l'enrichissement tant en termes de caractère à mesurer pour la transition agroécologique que de conditions environnementales, ce que les généticiens végétaux appellent envirotypage, à considérer pour pouvoir faire des évaluations prenant en compte les interactions génotype-milieu. Nous avons deux axes là, dans ce volet-là, autour donc, de l'enrichissement de ces mesures. Et aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est autour des méthodes d'évaluation génétique et génomique, avec ce qui se met en place pour la sélection génomique de la luzerne en tant que mulch vivant, c'est-à-dire en tant que plante de service dans les rotations céréalières. Donc, dans cette tâche-là, bon, il y a une activité purement de sélection génomique, de recherche de gènes contribuants, mais il y a aussi la thèse orientée sur la diversité génétique et la structuration associée en caractère phénotypique dans le cadre de la thèse d'Irving Arciarus, qui est présent et qui a un poster aussi en bas. Je vais demander à tous les doctorants et post-doctorants de co-breeding de se lever pour être sûr que tous sont reconnus, parce que je remercie beaucoup l'ensemble des leaders, des doctorants et des post-doctorants qui sont venus en masse et qui ont fait des posters. Et donc l'objectif de la thèse d'Irving, c'est de comprendre et d'identifier les groupes génétiques dans les différentes accessions de luzerne qu'il y a à partir de marqueurs moléculaires et de les corréler ou non, comme vous allez le voir, au caractère phénotypique qui pourrait être intéressant. Donc ils ont des puces de génotypage et ils font du génotypage par séquençage importantes. Et je vous parlerai, il y a 3 points dans la stratégie identifiée pour la thèse d'Irving. Les 2 premiers, comparer la structure phénotypique et génétique de ces accessions et identifier les caractères phénotypiques expliqués dans la structure générique. Pour plus de résultats, vous allez aller voir le poster d'Irving. Donc, ces principaux résultats, je vais vous les résumer pour d'abord ce qui est à gauche, en termes de quand Irving a essayé de mettre en corrélation durant sa première année de thèse diversité génétique et phénotypique des accessions qu'il avait. Je ne sais plus dire combien d'accessions tu as, Irving, mais c'est un nombre assez conséquent quand même, 400 et des mesures sur plus de 200 caractères dans 2 environnements très différents, un en Serbie, un en Lusignan. Eh ben, il trouve une faible corrélation entre ces 2 aspects-là. Et les hypothèses qui sont émises sont de 3 natures. Que la sélection vraiment ciblée, intensive sur certains caractères pourrait en fait avoir réduit la variabilité phénotypique un peu pour toutes les espèces. Et que du coup, on ne verrait plus vraiment de relation de ce fait-là entre caractère phénotypique et diversité génétique. La seconde hypothèse est que, en fait, les facteurs environnementaux et les pratiques agricoles pourraient camoufler ces relations existantes. Et celle où, venant du monde animal, je crois vraiment beaucoup, c'est que la complexité des bases génétiques des traits rend vraiment difficile l'établissement de corrélations directes et fortes entre caractères phénotypiques et structure génétique, quand on a beaucoup de génotypes différents. En niveau des traits malgré tout phénotypiques qu'il a cherché à identifier comme pouvant expliquer un petit peu, donc très partiellement, la structuration génétique, ils sont de 4 natures. Il y a la résistance à l'anthracnose qui est vraiment importante pour la luzerne et donc qui apparaît distinguer les poules génétiques, la sensibilité à l'averse, des caractéristiques liées à la saisonnalité comme la hauteur des plantes et la teneur en protéiques. Et donc l'hypothèse, c'est que ces caractères sont vraiment fortement ciblés par la sélection en raison de leur impact direct sur le rendement et la résistance aux pathogènes, et que ça suggère malgré tout des efforts de sélection, des effets de la sélection faite. Donc, sur l'axe C, autour de la diversification et des stratégies de sélection, là, de nouveau, il y a 2 facettes. Il y a une facette utilisation des ressources génétiques existantes pour la diversification, dont je vais vous parler en termes de phénotypage, et une facette simulation de schéma de sélection, dont nous ne parlerons pas aujourd'hui.
Et donc, sur la première facette, je vais vous parler des efforts qui sont faits, notamment en interaction avec l'infrastructure agroécofène, sur le phénotypage haut débit pour les cultures céréales légumineuses. Et c'est là où je vais vous expliquer une des raisons expérimentales qui nous ont fait demander très très vite une année de plus au PEPR. C'est que nous avions cette grosse expérimentation qui a subi des avaries à partir de l'automne 2023. Et en parallèle, côté animal, nous avions une expérimentation en truite, aussi très grosse, où on a dû abattre tous les poissons en raison d'un pathogène. Donc forcément, tout était décalé d'un an. Donc, sur cette expérimentation, on bénéficie d'un cumul qui est que Jérôme Angin Lambert, qui est impliqué, est porteur d'un projet d'investissement d'avenir pour cultiver et protéger autrement, qui s'appelle Mobidiv, où il a un super dispositif avec plus de 200 variétés de blé et de cultivars de pois. Et donc, on fait un zoom sur 40 variétés de blé et un cultivar de pois au sein de cette grosse expé pour développer les mesures de phénotype au débit. Et ça fait l'objet de la tête de Virgilio Freitas, qui a aussi un poster et qui est aussi présent dans la salle. Donc, pour vous montrer la misère qu'il y a eu pour les semis de l'automne 2023 récoltés l'an dernier, vous voyez qu'avec les pluies continuelles qu'on a eues de l'automne 2023 à tout 2024, le couvert il est très hétérogène et notamment toutes les parcelles de pois, il n'y avait plus de pois. Donc, une composante importante qui va le phénotyper, je vais avoir fini, c'est les densités poids. Donc, le juge de paix, c'est le comptage manuel, mais Virgilio a beaucoup de chance, il s'amuse avec des drones, il doit avoir son brevet et fait des images à analyser automatiquement. Et bonne nouvelle quand même, c'est que les semis de cet automne ont été bons et que du coup, on espère bien que l'année 2023 a permis de raffiner les phénotypages, les protocoles de phénotypage et qu'on va avoir plein de belles collectes de données dans les mois à venir. Juste, je finirai en disant qu'on a 19 actions qui ont toutes besoin d'avancer en génétique, on ne va pas vite en interne déjà, qu'on essaie toutefois d'animer des échanges autour des thématiques qu'on peut partager tout en webinaire. Donc là, je vous ai listé les webinaires et je ne vais pas développer qu'on a fait depuis un an. Et une fois par an, on se réunit sur 2 jours en présentiel, donc avec une thématique et une visite si possible. Donc la thématique en première année avait été sur l'évaluation multicritère et les analyses de cycle de vie. La seconde, l'été dernier, à Saclay, pour la transformation de la recherche pour la transition agroécologique et la mobilisation des ressources génétiques. Et je vous annonce pour les porteurs du PEPR ou de projets qui verraient leur intérêt à écouter ce qui se passe dans le co-breeding, à venir à Clermont-Ferrand où seront organisées nos prochaines journées le 18 et 19 juin autour d'une thématique qui s'appelle comment changer d'échelle pour l'innovation, favoriser l'innovation agroécologique en génétique vers les agrosystèmes et les systèmes alimentaires et où on aura des présentations des projets. Je vous remercie. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, Pierre Labarthe, je suis économiste au département Actes à l'INRAE. Donc, je vais vous présenter le projet Coedita que je coordonne avec Isabelle Piot-Le-Petit, qui est devant ici. Également pour vous signaler qu'il y a eu plusieurs posters qui ont été présentés, qui sont toujours là, donc n'hésitez pas. Donc, vous avez levé la main ou si vous levez, si vous voulez. Donc, Sébastien Grappe, Victoria Brun, Léa Sénégas et Laura Slot qui sont là. Donc n'hésitez pas et je citerai leurs travaux au fur et à mesure. Donc Coedita est un projet pluridisciplinaire avec une grosse dominante en sciences sociales dont l'objectif est de mieux comprendre les coévolutions entre les nouveaux équipements et technologies digitales d'une part et les modèles agroécologiques d'autre part. Donc je parlerai d'édite peut-être dans mes diapositives, donc c'est pour équipements et technologies digitales. Donc dans ma présentation, il y aura 3 parties. Une brève description du projet, quelques premières réalisations, ou plutôt des chantiers, parce qu'on n'est pas encore très avancé, puis des perspectives. Donc sur la description du projet,
dans différentes présentations, et notamment dans l'introduction de Xavier, il y avait cette idée que ce maître digital et transition agroécologique ensemble, ça va pas forcément de soi. Et même pour les sciences sociales, ça va pour certaines vraiment pas de soi. Et il y a beaucoup dans la littérature, notamment en sociologie, en Sciences Po, d'analyses critiques qui montraient les incompatibilités entre ces approches avec différents risques. Un risque que la digitalisation amènerait à plus d'automatisation et moins d'autonomie des agriculteurs, serait une poursuite de l'industrialisation du secteur agricole et qu'il y aurait une espèce de piège de la précision avec ces trajectoires-là. Cependant, il nous semblait deux choses. D'une part, que justement, ces études sont beaucoup centrées sur l'agriculture de précision et peu sur d'autres formes de technologie numérique. Et d'autre part, que des preuves empiriques du point de vue des sciences sociales, on n'en a quand même pas beaucoup sur ces questions-là. Il y a beaucoup de papiers normatifs, mais des papiers qui s'intéressent aux acteurs, à leurs pratiques, que ce soit les agriculteurs, mais d'optiques d'intermédiaires, on n'en avait pas tant que ça. Et surtout, elles étaient assez dispersées. Et donc, les objectifs de Coeditac sont doubles. D'une part, c'était quand même de créer une communauté de recherche en sciences sociales, essayer de regrouper les chercheurs de différentes disciplines qui travaillaient sur ce sujet pour essayer de mieux comprendre les coévolutions entre, d'une part, le développement de ces nouvelles technologies et, d'autre part, les transformations des structures, des institutions et des organisations qui déterminent la transition agroécologique. Donc, dans cette évolution, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est dans l'idée qu'on a deux choses qui se passent en parallèle, avec d'un côté une diversité de trajectoires écologiques et de modèles agricoles. Donc, on a parlé d'une diversité de modèles dans différentes présentations. Et l'autre part, une diversité de trajectoires technologiques. Et ce qu'on cherche à savoir, c'est comment chacun sélectionne l'autre, comment une diversité d'outils numériques et de nouveaux équipements, de robots, peuvent sélectionner des voies écologiques par voie affinitaire, et en retour, comment certaines voies agricoles vont peut-être sélectionner des options technologiques spécifiques. Et pour regarder ça, on le regarde avec vraiment des objets de recherche très classiques des sciences sociales, l'organisation industrielle et les marchés, la question de l'organisation des savoirs et des connaissances dans le secteur, la question du travail, qui a peut-être pas été assez discutée dans ces 3 jours, il me semble, et sur laquelle on pourrait peut-être revenir, parce que je pense que notamment pour la robotique, c'est la clé, et enfin des enjeux de politique publique. Et donc ces 4 objets très classiques des sciences sociales dessinent les différents work packages du projet. Donc dans le premier, on s'intéresse au marché et à l'organisation industrielle. Le numérique, les nouveaux équipements, c'est plein de nouveaux acteurs, un écosystème de start-up, des business angels et beaucoup de plateformes spécifiques ou génériques qui arrivent. Et donc, ce qu'on essaie de voir, c'est comment tous ces acteurs transforment ou non l'organisation du secteur agricole, ses institutions, sa R&D, et savoir, au final, est-ce que cette transformation du système d'innovation agricole de nos filières, est-ce que c'est favorable à une transition agroécologique ou est-ce que c'est plutôt un frein? Un deuxième work package donc, qui est centré sur des enjeux de connaissances. Une grande particularité des technologies numériques par rapport à d'autres, c'est qu'elles transforment nos façons d'apprendre, nos façons d'échanger des connaissances. Et là aussi, il y avait un enjeu à aller au-delà de l'agriculture de précision et voir comment différentes technologies changent les façons d'apprendre des agriculteurs, mais aussi plus largement l'organisation de la R&D du secteur et les dynamiques d'innovation. Et donc, on essaie de voir ça et aussi à nouveau en questionnant qu'est-ce que ça produit sur la transition agroécologique. Donc, je l'ai dit, un enjeu aussi, c'est la question du travail. Comment le numérique, la robotique change le travail des agriculteurs, mais pas que, de tous les intermédiaires qui gravitent autour des agriculteurs. Et là aussi, il y a des travaux très intéressants qui montrent que la transition agroécologique, c'est pas facile. Il y a à la fois des choses très positives sur le bien-être au travail qui se jouent, mais aussi des enjeux de pénibilité avec la substitution de solutions chimiques ou autres par d'autres travaux qui peuvent engager plus de tâches manuelles. Et donc, il y a à voir en quoi la transition en quoi les nouveaux équipements, le numérique, est-ce qu'il est facilitateur de moins de pénibilité et plus de transition, ou est-ce qu'il complexifie les tâches? On en a un petit peu parlé à travers la présentation de Linda, par exemple. Et enfin, on s'intéresse aux politiques publiques de 2 points de vue. Les politiques publiques pour la digitalisation, donc toutes ces politiques qui cherchent à accompagner ce mouvement-là, et puis aussi comment la digitalisation transforme les politiques publiques. Par exemple, il y a cette idée de questionner l'efficacité de plus de précision dans la télédétection pour les politiques publiques qui accompagnent l'agroécologie. Est-ce que c'est utile de savoir des choses au mètre carré ou au centimètre carré pour accompagner donc je suis un peu provoquant, mais c'est une des questions qu'on va voir, pour accompagner la transition agroécologique. Donc voilà les 4 work packages du projet.
une chose importante, c'est voilà, ce que j'ai dit au début, on avait un sentiment collectif qu'on manquait encore de connaissances empiriques et du coup, on va en produire, j'espère, beaucoup dans ce projet-là. Et on va analyser vraiment une diversité d'acteurs qui contribuent au développement de ces outils. On va faire des enquêtes auprès d'agriculteurs et salariés, mais aussi de conseillers, de courtiers en connaissances, d'acteurs des filières, de start-up, de concessionnaires de matériel, d'entreprises de travaux agricoles, d'enseignants, de formateurs, de décideurs publics. Donc on va vraiment intégrer une large palette d'acteurs dans tous les travaux d'enquête qu'on va mener, et qu'on mène déjà, avec une pluralité de méthodes, des enquêtes sociologiques, des analyses statistiques, la construction de bases de données par web scraping, etc. Et puis on a quand même centré sur 3 objets sur lesquels on échange beaucoup, les OAD, les outils embarqués, les robots, et puis peut-être une spécificité de notre projet, on travaille aussi beaucoup sur les plateformes digitales. Il me reste combien de temps? Un quart d'heure? 8 minutes. Okay, donc je vais maintenant parler un peu de première réalisation. Alors c'est plutôt des chantiers parce qu'on n'a pas encore les résultats, mais pour vous indiquer quelques domaines sur lesquels on travaille. Je ne vais pas le faire dans l'ordre des work packages. Je vais commencer par le dernier, parce qu'une des choses dont on s'est rendu compte, c'est que un de nos objectifs en sciences sociales, c'est quand même de pouvoir dialoguer avec les décideurs politiques. En fait, on n'avait pas une très bonne vue des politiques publiques. Donc il y avait quelques travaux, et notamment Véronique et Christian, qui ont écrit un papier dans lequel il y avait déjà une première ébauche de cartographie des politiques publiques. Mais on avait le sentiment qu'on avait besoin de mieux connaître ces politiques publiques. Vous n'êtes pas obligé de lire en détail, c'est juste pour vous montrer qu'on travaille un peu et qu'on a commencé à réfléchir. Donc on s'est dit qu'on avait vraiment besoin de faire une cartographie des politiques publiques de la digitalisation en France, en combinant les échelles, donc ce qui vient de l'Europe, la France, et puis on est allé voir au niveau régional, et puis en regardant 2 types de politiques publiques, celle du secteur, donc les politiques agricoles et développement rural, mais aussi toutes les politiques économiques d'innovation et de relance. Et pour toutes ces politiques, on a été allé voir quelles étaient les stratégies, les objectifs affichés, mais aussi les instruments mobilisés. Est-ce qu'on soutient l'offre? Est-ce qu'on est dans le soutien à la demande? Ou plutôt dans des soutiens de réseau et d'infrastructures? Donc on a décrit ça et avec un peu une question derrière de où est-ce qu'on trouve de l'agroécologie et du ciblage. Et dans les premiers résultats, on en trouve beaucoup dans les stratégies et les organisations, mais quand on descend au niveau de l'instrument, c'est beaucoup plus difficile de voir comment les instruments ciblent effectivement de l'agroécologie. Donc notre objectif, c'est on devra avoir un papier prêt assez vite et on le fait aussi dans un esprit science ouverte, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de tableaux descriptifs des politiques publiques qu'on va publier et mettre en accès libre. On se pose encore la question de comment on offre la possibilité aux gens de les mettre à jour en fonction des changements des politiques publiques, mais voilà, on va mettre ça à disposition dans l'année qui vient. Donc un deuxième chantier dans le premier VP sur l'organisation et les marchés, c'est qu'on a eu depuis ces dernières années un gros développement de la French Agritech, mais on s'est rendu compte que finalement une description de ce qu'étaient les entreprises du secteur, on n'en avait pas encore de façon très précise. Et donc on s'est dit, voilà, on va aussi produire une présentation de ce que c'est cette French Agritech. Et pour ce faire, on a couplé 2 bases de données. Une que vous connaissez, je pense, qui est le Wiki Agritech, qui recense tous les technologies numériques et robots qui sont vendus en France. Et là, on a beaucoup d'informations sur les technologies. On sait à quoi elles servent, dans quelle filière, etc. Et donc nous, on a pris cette base, on a récupéré les entreprises, on a couplé avec Crunchbase, qui est une base de données internationale, où on a des infos sur les entreprises et les financeurs. Donc là, je vous présente 2-3 choses très préliminaires, parce qu'on n'a pas encore vraiment commencé l'analyse, mais voilà, dans Crunchbase, on va récupérer des infos sur les dates de création, les fondateurs, la taille, la levée de fonds, les statuts, la localisation, les financeurs. Voilà, donc par exemple, on a fait des premières extractions qui vous montrent à quel point la French Agritech est jeune. La médiane, elle est à 2018 ou 2017, je ne sais plus, quoi. Les entreprises très jeunes et petites. Donc vous avez la distribution à côté. La grosse majorité des entreprises ont moins de 50 salariés. Et puis ce qu'on va faire d'intéressant et d'un peu plus rigolo, c'est qu'on a aussi des infos sur les financeurs, notamment publics et privés. Donc on sait d'où ils viennent, les pays, la taille, les montants, la part de l'investissement. Et donc là aussi, on va essayer de faire un petit peu une cartographie de ces investisseurs. Et donc là, un autre indicateur, c'est que pour l'instant, la plupart des entreprises de la French Agritech ont fait peu de levée de fonds d'après la donnée Crunchbase. Et donc là aussi, on va faire ça dans une perspective science ouverte. Donc on va publier à la fin du projet une base de données de la French Tech. Alors par contre, c'est pas dit qu'il y ait beaucoup de parties Crunchbase parce qu'on paye pour ça. Donc on va voir, mais il y a une partie pour laquelle on a investi. Donc on discutera peut-être avec les questions d'accès aux données sur ce qu'on peut faire ou peut pas faire dans ce qu'on mettra à disposition, notamment quand on scrape.
Donc ensuite, un focus sur le VP sur les connaissances et les apprentissages, où là aussi, il y avait vraiment cette volonté de sortir de juste l'analyse de l'agriculture de précision et de comprendre ce que ça change quand on conçoit des modèles différents. Et donc nos collègues, notamment du LISIS et de la Z-Angers, donc Baptiste Cotras, Soazic Di Bianco, Victor Potier et puis Victoria qui est là, qui a un poster, ont cherché voir ce que ça change quand une organisation essaie de produire des OAD différents. Donc là, c'est le cas d'Arvalis, qui faisait beaucoup d'OAD de type agriculture de précision et qui explore maintenant des OAD fondés sur des réseaux bayésiens destinés à modéliser l'articulation de différents leviers agroécologiques et donc d'articuler différentes formes de connaissances qui posent plein de questions pour elle. Comment on articule ces connaissances hétérogènes et aussi comment on fait le lien avec le type d'agriculture qu'on vise à travers ces outils-là par rapport à ceux qui étaient visés en agriculture de précision. Donc les collègues sociologues ont fait tout un travail d'observation. Donc on est aussi très reconnaissant envers l'équipe d'Emmanuel Gourdin qui a accepté que des sociologues viennent observer la construction de ces outils. Des premiers résultats vont bientôt être publiés de ce travail qui est très intéressant pour voir comment le changement dans les modèles reconfigure l'activité des ingénieurs d'un institut tel qu'Arvalis. Sur la question du travail, il y a eu aussi beaucoup de discussions autour notamment dans la première journée, sur le fait que quand on a des nouveaux équipements, des nouveaux robots, il s'agit aussi de faire la maintenance et l'accompagnement de tous ces outils dans le travail quotidien des agriculteurs. Et ce qui est intéressant, et qui était en partie dans l'exposé d'Andrea, c'est que nous, ce qu'on sait de travaux précédents, c'est que l'univers des agriculteurs, il a beaucoup changé. Et que les gens qui accompagnent les agriculteurs, c'est de moins en moins les conseillers de chambre d'agriculture et ce type d'acteurs qu'on a en tête, et de plus en plus des acteurs privés, des concessionnaires, des entreprises de travaux agricoles, des conseillers indépendants, un écosystème très différent. Et du coup, on avait vraiment envie de comprendre ça, donc on a multiplié un terrain pour comprendre quels étaient les réseaux de prescription et d'accompagnement des agriculteurs aujourd'hui, avec différentes questions. Qui possède aujourd'hui l'expertise nécessaire pour inciter les agriculteurs à investir cette technologie? Est-ce qu'il y a une convergence ou pas entre ces expertises? Parce qu'on sort un peu du cadre de ce qui est lié à des politiques publiques. C'est des acteurs qui sont largement indépendants de toute forme d'incitation publique. Et voir si finalement, dans ces prescriptions, dans les gens qui accompagnent les agriculteurs, donc je répète, mais c'est concessionnaires, entreprises de travaux agricoles, conseillers indépendants, firmes, comment est-ce qu'elles intègrent, elles, des enjeux d'agroécologie et les articuler à des questions d'organisation du travail. Et donc pour ça, il y a 5 enquêtes de terrain complémentaires qui sont faites dans différents territoires avec des focus sur ces différents acteurs. Et je vais conclure en 2 minutes avec les perspectives. Parce que vous n'avez pas les yeux de Karine qui vous regarde. Donc sur les attendus, une attendue du projet, c'est de renseigner, on va essayer de renseigner une diversité de formes d'intégration entre différentes formes de transition agroécologique et différents types de technologies numériques. Et puis, on va essayer de produire des ressources partagées à l'échelle du programme, on l'espère. Donc, on a un séminaire académique qu'on avait un peu gardé entre nous pour l'instant parce qu'il avait un enjeu d'interconnaissance. Et que, voilà, si vous voulez y participer, on l'ouvre progressivement. Donc, contactez-nous pour ça. Puis, on va essayer aussi de produire quelques bases de données donc sur la French Agritech, sur les politiques publiques. Les collègues dont j'en ai pas parlé, mais on a l'enjeu aussi de réfléchir à des questions d'observateurs numériques de transition. Voilà, un chantier un peu en cours, mais il faudra peut-être qu'on en rediscute au niveau du programme, c'est comment on interagit avec l'enseignement supérieur. On avait prévu des choses, on n'est pas avancé du tout là-dessus, pour être honnête, et je pense qu'on n'y arrivera pas tout seul. Donc je pense qu'il faut qu'on en discute. Là où on a un peu mieux avancé, c'est qu'on a essayé de se mettre tôt en ordre de marche pour échanger avec des décideurs politiques, et notamment avec le CEP, le Centre d'études prospectives du ministère de l'Agriculture, qui fait beaucoup de prospectives, et on s'est rendu compte que peut-être on pouvait leur fournir des briques, ce qu'ils appellent des descriptions de variables, qui servent à leur prospective, et on va essayer de faire ça tout au long du projet, en commençant par des enjeux autour du travail. Et enfin, finir en disant qu'il y avait un objectif principal, un des objectifs principaux pour nous, c'était quand même de fédérer et d'étendre une communauté en SHS sur ces questions de digitalisation.
Donc on a déjà 16 laboratoires partenaires, INRAE, mais pas que, aussi de l'INP, des écoles d'agro et de l'université, avec une forte interdisciplinarité qui se voit peut-être pas trop de loin, mais nous, en sciences sociales, on a une forte interdisciplinarité dans les disciplines rencontrées. Et puis aussi dire qu'on a un accompagnement spécifique des jeunes chercheurs, où on essaie de mettre en réseau les thèses et les postdocs, pas juste celles du projet, mais celles aussi plus largement financées par le PEPR au-delà. Donc Jeanne, Pablo, Louise, je vous l'ai dit, vous êtes les bienvenus à participer à tout ce qu'on fait dans le projet. Voilà. Et je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc merci à tous d'être à table. Et puis il y a 25 minutes de questions, si on veut respecter le timing de la matinée. Vous avez des micros comme ça. On a déjà une. C'est la même que tout à l'heure, hein. Merci. Une question sur le dernier exposé. Est-ce qu'on a une idée de la part de la French Tech par rapport à l'ensemble de la tech et donc par rapport à l'international? Et puis, un peu associé à ça, les entreprises étant petites, est-ce qu'elles ont un tour de table qui leur garantit, enfin, comment en général est constitué le tour de table? Est-ce que ça leur garantit une pérennité? Est-ce qu'ils sont associés par exemple au réseau de distribution qui leur assure une diffusion possible et puis qui donne confiance sur la durabilité de l'entreprise? Je réponds directement ou on prend plusieurs? Oui. Non, j'essaie de gagner du temps. Non, je ne vais pas avoir de réponse très précise parce qu'on n'a pas encore fait les analyses. J'espère que je pourrai dire plus de choses l'année prochaine. Sur la première question, on va essayer d'utiliser Crunchbase pour faire justement un peu de comparaison, même si voilà, sur la précision, on n'est pas sûr d'être capable de réellement dire ce que ça pèse. Par contre, sur la deuxième partie, c'est vraiment quelque chose qu'on va regarder plus précisément. Donc, on ne va pas s'arrêter à la partie quantitative, même si la partie quantitative va nous aider à dire, par exemple, qui sont les financeurs. Donc à partir de Crunchbase, on va pouvoir quand même regarder qui sont les gens qui accompagnent ces différentes entreprises au niveau public et privé. Et dans le privé, il y a ce qui est spécifique à la tech, des business angels, des fonds, etc. Mais on voit aussi des entreprises du secteur de l'agroalimentaire qui sont là. Donc, et on a une base sur les financeurs. Donc on peut voir la diversité de ce qu'ils financent et la part de l'agricole dans ce qu'ils financent. Donc on va essayer de voir justement dans quelle mesure les entreprises qui vendent en France appuient ou non là-dessus. Ce qu'on pourra dire précisément, c'est la part. On va partir de la zone de chalandise française. On pourra dire la part d'entreprises françaises dans ce qui est vendu en France. Ça, oui. On pourra le faire normalement précisément. Voilà, mais on va essayer aussi de faire du qualitatif. On va essayer d'identifier un certain nombre d'entreprises pour lesquelles ensuite on va aller essayer de reconstituer avec eux, avec ces entreprises, la façon dont elles ont consolidé des fonds. Voilà. Et puis aussi en s'intéressant à ceux qui n'ont pas réussi. Parce que ce que permet de voir Crunchbase aussi, c'est tous les arrêts. Et il y a quand même beaucoup. Donc c'est intéressant pour nous d'aller peut-être aller voir quelques-uns de ces cas, même si ce n'est pas exactement les enquêtes les plus faciles à faire, parce que les gens ne sont pas toujours hyper disposés à parler de leurs échecs. Mais on va essayer de faire ça aussi. Alors oui, en fait, on m'a donné le micro, donc excuse-moi Stéphane. En fait, j'ai deux questions. Il y en a une qui... J'ai l'impression qu'au fond, le secteur bancaire, qui est important pour l'agriculture, est assez peu mentionné. Donc je voulais savoir où il est. Est-ce qu'il existe dans vos jeux d'acteurs? Est-ce qu'il est fondu dans les financeurs? Mais au fond, il y a un gros sujet sur assurance, banque et tout ça. Donc je voulais savoir quelle est la place des banques dans vos problématiques. Et puis j'avais une question qui s'adressait plus à Florence. Co-breeding, on l'a positionné dans le volet un peu socio-écosystème. Et la question, c'est comment tu perçois la diversification des objectifs de sélection par ceux qui vont vendre la génétique à la fin? Parce qu'au fond, on a beaucoup de résultats. Enfin, il y a beaucoup de résultats. Il y a un certain nombre il y a la capacité de faire bouger les objectifs de sélection. Et au fond, comment tu sens la prise en compte de ces possibles par les acteurs finaux qui vont vendre la génétique? S'il y a des réticences ou des blocages.
Bon, je vais dire un mot sur la première question, puis après, si quelqu'un d'autre veut intervenir. Alors, les banques, c'est pas un des acteurs principaux qu'on a ciblés. On va voir si on les retrouve à travers Crunchbase dans les financeurs. Je peux pas te répondre encore, mais j'espère qu'on aura la réponse l'année prochaine. Par contre, on a une thèse connexe qui est une thèse financée par ailleurs et labellisée Digitag sur le financement participatif et la façon dont il s'articule avec les banques. Mais sur la dimension prêt, parce que dans le financement participatif, on ne s'intéresse pas aux dons, qui est quelque chose de différent, mais on regarde vraiment ce qu'ils font en termes de prêt. Donc c'est la thèse de Nadège Ressia. Donc là aussi, on pourra dire des choses, et on voit que les banques sont très présentes en fait derrière les plateformes. La deuxième chose sur l'assurance, par contre, oui, on va faire des choses. Donc il y a les collègues de TSE, mais avec un angle particulier qui est celui de l'assurance indicielle, et de voir les potentialités de cette nouvelle forme d'assurance. Donc c'est une assurance où l'assureur ne rembourse pas les dégâts constatés, mais l'agriculteur peut choisir un risque lié à par exemple à une sécheresse ou lié à une infestation. Mais pour l'instant, c'est surtout l'eau qui est, je crois, explorée. Et si le risque se manifeste, alors l'agriculteur est payé, indépendamment des dégâts constatés derrière. Donc il y a ce modèle-là dont on parle depuis quelques temps. Je crois que Pablo l'a dit, pour l'instant en France, je ne crois pas qu'il y ait de matérialisation de ça. Mais qui renverrait à des transformations numériques parce qu'il y a beaucoup de big data derrière et de modèles probabilistes et pas mécanistes en fait qui sont utilisés. Donc ça, c'est quelque chose qui va être exploré dans le projet. Alors, je vais te répondre pour la seconde question. Alors, je dirais que dans un premier temps, on souhaite avancer entre chercheurs et environnement proche sur ces définitions d'objectifs de sélection, justement pour pouvoir regarder autre chose que de l'économie, notamment des impacts environnementaux, mais que bien entendu, le but du jeu, c'est d'essayer d'influer autant que faire se peut ce qui peut se faire sur le terrain. Donc pour t'illustrer, alors dans le projet, on l'a construit en se disant à un moment qui ne doit pas arriver à la fin du projet, mais plutôt au milieu. Il va falloir essayer de communiquer collectivement sur les premières sorties pour poursuivre le chemin ensemble. Mais par exemple, je vais te parler, et Didier pourra compléter s'il veut, sur la tâche bovin qui là-dessus est la plus avancée, puisque le premier postdoc a fait le tour des lieux, des objectifs qui seraient souhaitables et de la vision qu'il y avait de l'évolution des systèmes de production. Je pense que Didier est clairement dans une phase où il se dit qu'il va prendre son bâton de pèlerin pour essayer d'en discuter avec toutes les parties prenantes. Et je le laisserai finir après là-dessus sur comment il voit la chose. Je vais parler par exemple des truites. Là, on démarre et donc on fait des choses, mais nos partenaires au niveau sélectionneur sont au courant de ce qu'on a fait. Ils avaient appuyé notre dépôt de projet. Et donc, pareil, quand on aura suffisamment avancé, on va très vite communiquer avec eux, sachant que voilà, on interface avec les sélectionneurs. On a souvent un syndicat qui fédère et qui fait de la R&D et qui nous dit oui, mais c'est bien beau ce que vous allez faire. On est très convaincus de l'intérêt, mais après, convaincre des sélectionneurs privés, c'est pas aussi simple. Il faut déjà montrer, expliquer et être transparent. Et moi, je crois, venant du monde bovin allaitant, qui a du mal à bouger et ayant beaucoup travaillé sur ces aspects-là pendant longtemps, je dirais que les choses, il ne faut pas espérer avoir une évolution, une rupture rapide dans les comportements. Et ça m'a marqué dans les travaux bovins qui ont été faits l'an dernier, c'est que finalement, les objectifs qui sont déclinés, moi j'ai quitté il y a à peu près 10 ans le monde bovin, on disait déjà cela et on le disait depuis 10-15 ans. Et donc mais malgré tout, les choses évoluent petit à petit, mais la rupture rapide, je pense qu'on est dans l'incrémentiel petit à petit, mais vers des systèmes plus vertueux. Puisque personne ne prend la parole, j'y vais. C'est deux questions pour Benoît, un peu techniques. Dans la multitude de capteurs là, que vous déployez, est-ce que vous mettez en place des systèmes de métrologie? Je suppose que oui. Peut-être. Et sur quoi vous appuyez, comment vous organisez pour cette partie-là? Et la deuxième question, c'est est-ce que vous utilisez des technos de edge computing quand vous analysez des sons, par exemple? Est-ce que les sons sont remontés et traités après, ou alors ils sont traités dès la prise de son pour remonter de l'info utilisable directement?
Alors, sur la première question, sur métrologie, tu veux dire l'acquisition de covariables sur les conditions de... En fait, c'est vérifier que les capteurs envoient des données qui ne dérivent pas trop, qui sont conformes à ce qui est attendu, etc. Oui. Donc en fait, donc sur les capteurs, par exemple sur les capteurs son, donc il y a différentes communautés qui sont ciblées et le niveau de développement, il est très variable selon les communautés. Donc par exemple pour ce qui est oiseaux et chauves-souris, c'est assez bien développé. Par contre, pour d'autres communautés, là, il va y avoir du développement. Et donc, ce que j'ai pas dit, c'est que sur les réseaux recherche qui sont déjà suivis, il y a tout un tas de données qui sont déjà collectées de type classique sur un certain nombre de communautés et sur les régulations biologiques. Et donc, il y aura une phase de validation, calibration des capteurs par rapport à ces communautés-là. Donc, ça répond peut-être à la première question. De façon longitudinale, est-ce que vous vérifiez la dérive dans le temps ou pas sur ces capteurs? Alors ça, je ne sais pas si on l'a prévu, mais ça paraît pertinent, effectivement. Ouais. Et sur la deuxième question, alors, donc ça, on a un travail dans le premier work package, en fait, sur le choix du type de capteur et notamment il y a des questions d'autonomie des capteurs et donc du coup effectivement est-ce que les algorithmes sont sur le capteur et renvoient une information traitée, donc par exemple les espèces, quelles sont les espèces qui sont présentes, ou bien l'envoi de la donnée brute. Et donc là, probablement entre les différents, puisque j'ai montré, il y a différents réseaux un petit peu emboîtés, il n'y aura peut-être pas forcément les mêmes choix qui seront faits sur les réseaux recherche ou sur les capteurs après étendus sur des réseaux plus larges. Sachant qu'il y a des questions d'autonomie et que dans le Work Package 1, il y a aussi une question de quelle est la place des acteurs dans ces capteurs-là. C'est-à-dire qu'actuellement, on a des suivis qui sont faits par des personnes sur un certain nombre de parcelles, par les chambres d'agriculture, par les fredons. Et l'idée, c'est de réfléchir aussi qu'est-ce que l'utilisation de capteurs change. Et est-ce que du coup, on choisit un système où on est très technologique ou bien on maintient quelque chose qui est un peu semi-participatif, où on implique aussi les capteurs et du coup, ça impacte un petit peu le choix de edge computing ou pas. Alors, j'aurais une question au niveau des effets rebonds, notamment est-ce que en développant des systèmes plus efficaces, est-ce que vous avez une idée de comment gérer le risque que, au lieu de faire vraiment quelque chose de moins, de plus écologique, il y a un risque qu'au contraire, on garde le même niveau d'écologie, mais avec plus de production? C'est en général sur les socio-écosystèmes. Alors, ce risque de rebond, il est réel. En particulier, par exemple, si tu développes des systèmes pour économiser de l'eau, eh bien, il y a un gros risque que le bassin en fait, d'irrigation augmente. Voilà. Et c'est la même chose pour les robots, c'est-à-dire on va mettre en place des robots pour faciliter la vie des gens. Et en face, il y en a qui l'utilisent pour jouer avec leurs enfants, et puis il y en a d'autres qui vont développer un autre atelier. Ça, c'est la thèse de Théo Martin, par exemple, qui l'a montré. Donc ça, c'est un rebond, je dirais, social. C'est-à-dire que l'agriculteur, il ne va pas être plus allégé dans sa tâche, puisqu'il se recrée une autre tâche. Voilà. Alors ça, après, le risque de rebond, je pense qu'il faut vraiment faire attention. Nous, par exemple, ça n'a pas été présenté là, mais en fait, on évalue les technologies numériques on évalue la manière dont elles vont changer, dont la digitalisation change le travail, mais aussi l'impact environnemental. D'accord. Et on peut trouver que, par exemple, en mettant de l'irrigation, on va améliorer l'impact environnemental d'une culture. Mais le problème, c'est que si derrière, c'est multiplié, si on rajoute 30% de zones irriguées, on va quand même peut-être être dépasser les limites du bassin versant en termes de charge environnementale. Donc après, c'est aux politiques publiques, justement, de faire attention à ça. Donc je me tourne vers d'autres. En complément, alors on ne l'étudie pas directement, mais il y a des choses
qu'on a déjà observées sur l'agriculture de précision très claires, mais qui sont dans les objectifs, c'est-à-dire que les gains qui sont faits, et notamment sur le lien entre agriculture de précision, agrandissement, standardisation, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup... alors c'est très étonnant quand on en parle avec des collègues à l'international, parce que pour eux, l'agriculture de précision, elle sert à ça et pas à l'environnement. Donc quand on discute avec des collègues australiens, américains, ils disent « Mais pourquoi vous posez la question de la dimension environnementale de l'agriculture de précision ? Elle n'est pas là pour ça. » Je dis bah, « Nous, en Europe, c'est un peu comme ça qu'elle est vendue quand même. » Et là, très clairement, nous, on a des cas où c'est des exploitations avec des systèmes d'exploitation de plus en plus complexes, avec de la sous-traitance, plein de choses, où clairement, l'adoption d'outils d'aide à la décision, c'est pour standardiser et gérer de plus en plus de surface avec un modèle industriel. Et dans des configurations des fois complexes, où un agriculteur, avec quelques enquêtes, où un agriculteur qui a une exploitation plutôt grande de 400 hectares, mais qu'on lui demande combien il cultive, c'est plutôt 1200 ou 1400, parce qu'il a des dispositifs de sous-traitance d'entreprises de travaux agricoles. Et pour lui, très clairement, les outils d'aide à la décision, c'est pour standardiser le boulot avec tous les salariés qu'il emploie, les tractoristes et autres, et en plus avoir une traçabilité de tout ce qu'il fait chez toutes ces personnes-là. Donc oui, il y a ces mécanismes qui commencent à être un peu documentés. Je peux donner un petit complément sur les effets rebonds. En fait, en général, quand on parle des effets rebonds, c'est par rapport à la consommation. Donc, en général, les effets rebonds habituellement apparaissent quand il y a une augmentation de l'efficience d'un processus, qu'il soit technique ou social. Et les gains espérés peuvent ne pas se matérialiser. Donc, en termes d'économie de ressources, par exemple, ça c'est la facette la plus connue. Il y a une autre facette qui est que si on optimise continuellement un certain type de technologie, donc il y a l'effet rebond classique, mais aussi ça peut contribuer à se rendre de plus en plus dépendant d'un chemin technologique et de rendre une transition vers un autre type de technologie ou d'organisation plus difficile. Donc ça, c'est une autre facette. Voilà. Merci. C'est peut-être plus pour Pierre et Véronique. Vous connaissez peut-être le projet européen Agri-Food TEF. Alors, TEF, c'est TEF, Testing and Experimental Facilities, et c'est dans le cadre de Digital Europe. Alors, on était dedans, les départements animaux. Il reste maintenant... la France est en première ligne dans ce projet. C'est 65 millions d'euros, la moitié financée par l'Europe, la moitié par les États membres. Et le principe, c'est de donner accès, alors WP1, donner accès à nos infrastructures, WP2, donner accès à nos données pour accroître la compétitivité des entreprises européennes dans le domaine du numérique et de la robotique. Donc, il n'y a pas d'histoire d'agroécologie là-dedans, mais je me demandais si ça pouvait être un cas d'étude pour vous, si ça pouvait être intéressant pour aller voir quelles entreprises font appel à on vend du service, quoi. Alors, Philippe Martinet est le leader du WP1, donc, qui était là mardi. Et il est de l'INRIA. Donc peut-être que ça pourrait être utile pour vos travaux. C'était juste une remarque. Si ça n'appelle pas de commentaires. Oui, merci à tous. J'avais deux questions. Donc une sur les biocapteurs les capteurs de biodiversité. Je pense que c'est le dernier WP là, que vous envisagez, quelque part, d'en faire à un moment donné des outils d'aide à la décision ou en tout cas de support aux politiques publiques. Est-ce que vous avez déjà une idée du temps qu'il faut pour objectiver l'état de biodiversité d'une parcelle ou d'une exploitation? En fait, je me dis, si l'ambition à un moment donné, c'est de faire un état des lieux, voilà, on en est là dans la biodiversité de mon exploitation, je veux engager des pratiques agroécologiques et après je veux objectiver qu'est-ce que ça change. Et je suis un financeur, il y a beaucoup de financeurs régionaux qui donnent aujourd'hui des primes à l'installation sur une boîte à outils agroécologie, voilà, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Combien de temps d'enregistrement, quelque part, de capteurs il faudrait pour faire ça? Alors là, comme ça, c'est difficile de répondre combien de temps. Sur la biodiversité, il faut penser qu'il va y avoir des effets spatiaux quand même. Et donc, du coup, c'est pour ça que dans le WP précédent, WP4, on va prendre en compte aussi des effets paysagers. Mais clairement, il faut faire attention, quoi, parce qu'effectivement, ce que fait un agriculteur impacte
sur sa ferme, ça impacte aussi les voisins et dans l'autre sens aussi. Alors après, donc, dans ce WP final, on a plutôt ciblé le partage de connaissances autour de groupes d'agriculteurs et comment les indices qu'on sort, produire des indices simplifiés qui puissent être utilisés, appréhendés par des groupes d'agriculteurs. Sur la contribution aux politiques publiques, il y a une tâche là-dessus, mais qui est plus un peu exploratoire de notre contribution là-dedans, sachant que ce qui est maintenant mobilisé dans les politiques publiques, c'est plutôt des évaluations a priori des pratiques, donc telle ou telle pratique, dans des outils de combinaison de pratiques, et pas actuellement des mesures, quoi. Donc je ne pourrais pas répondre à la question, mais c'est quelque chose qu'on veut traiter là-dessus. Par contre, sur l'aspect temporel, c'est une vraie question effectivement du temps qu'il faut pour regarder l'évolution des pratiques. Mais l'idée, c'est que ces capteurs, justement, ils vont pouvoir permettre de suivre ça, ce qu'on ne pouvait pas faire actuellement, quoi. Et la deuxième question, j'ai le micro, j'en profite, c'est plutôt pour Florence, pour co-breeding. C'est sans doute parce que c'est passé assez vite, hein, forcément. Dans l'idée du j'ai pas vu complètement comment vous envisagiez de co-sélectionner à la fois la ressource végétale et la ressource animale. C'est-à-dire, prenons les bovins laits, à un moment donné, donc, dans vos groupes de participation, là, les objectifs de sélection, entre guillemets, rêvés. Par exemple, il y a la réduction des émissions de méthane, donc réduction des gaz à effet de serre. Ok, donc on va sélectionner potentiellement les bovins là-dessus. Ça peut aussi passer par une sélection des ressources alimentaires, des ressources végétales, par exemple plus ou moins riches en lignine. Et cet aspect de co-sélectionner les deux ressources pour arriver au même objectif, je ne l'ai pas complètement vu. Donc est-ce que c'est prévu et comment ? Alors, dans le pour nous, il y a deux choses. Il y a potentiellement ce que tu dis, et nos actions ne font pas toutes la même chose. Donc, il y a certaines actions qui avaient cette visée-là en termes de preuve de concept, mais qui concernaient le porc et le blé sur cette co-sélection. C'était pas en bovin, la question était plus sur les scénarios prospectifs, les limites, les contraintes et quel type d'animal il faudrait. Mais dans le groupe de réflexion, il y avait les chercheurs de l'unité UP3F sur les fourrages. Après, je laisserai Didier compléter s'il peut en dire quelque chose. Mais clairement, ça, c'était pas l'objectif de co-sélectionner les deux dans ce cadre-là. Par contre, je sais que l'unité P3F réfléchit beaucoup à ces aspects-là. Et dans le il y avait aussi ces multi-acteurs, nos démarches de sélection. Et dans le il y avait aussi l'aspect plus sciences sociales. Comment on arrive à faire co-construire ensemble un schéma de sélection et à faire co-adhérer à des objectifs de sélection, quoi. Alors moi, j'ai une question pour l'ensemble des projets. C'est sur le cadre de réflexion qui sont mobilisés dans vos projets. Je m'interroge à travers 3 aspects. On sait qu'il y a eu des prospectives, 10 Years for Agroecology, Agrimonterra, une agriculture sans pesticides à l'horizon 2050. Est-ce que ça passe typiquement dans les cadres de réflexion de votre projet ou est-ce que ça passe sous le niveau du radar, c'est-à-dire on n'en tient pas compte? Dans le même ordre d'idée, on sait qu'il y a une agroécologie molle et une agroécologie plus difficile qui nécessite peut-être plus de changements. Donc de la rupture. On a vu dans beaucoup de projets, il y a une description de l'existant, des relations entre les gens, de la manière dont ça peut se passer. Comment est-ce que la partie plus expérimentale, plus innovante, de rupture, est intégrée ou pas dans la réflexion? Quand on va suivre la biodiversité, est-ce qu'on le suit dans des dispositifs expérimentaux? Il y a déjà des choses qui sont très différentes de l'existant pour voir jusqu'où on pourrait aller. Voilà un exemple. Lorsqu'on réfléchit sur la réflexion sur le choix variétal, on a vu cette difficulté lorsqu'on avait monté un métaprogramme INRAE. On voyait que les agronomes travaillaient sur des systèmes innovants en termes d'agronomie, mais ils ne savaient pas avec quelle variété on allait le faire. Et les gens réfléchissaient sur le choix des variétés pour demain, et ils ne savaient pas dans quel système de culture ils allaient être utilisés. Donc il y avait besoin qu'ils réfléchissent entre eux et qu'ils s'articulent. Comment ces articulations-là sont réfléchies? Voilà. Et je crois que c'est tout. J'en avais une troisième, mais je l'ai oubliée, donc ça n'a pas d'importance. Enfin, vous voyez bien l'idée, c'est comment est-ce que vous utilisez les cadres de réflexion élargis pour regarder si ce que vous faites dans votre projet colle à des attendus qui sont a priori traités par ailleurs et qui doivent influencer ce qu'on essaie de faire.
Je me lance. Réfléchissez. Je vais prendre. Alors, on ne se base pas sur les cadres élargis pour ce qu'on fait enfin, je suis dans l'INDA, mais aussi dans Coeditag. Et je veux juste revenir. Bon, pourquoi? Parce que tu l'as dit tout à l'heure, en fait, on ne va pas faire changer les agriculteurs comme ça. Hein. C'est quand même assez difficile, on le sait tous, hein, s'il y en a. Et donc, pour ce qui concerne Coeditag, par exemple, on a une action sur l'expérimentation à la ferme qu'on va équiper avec du numérique pour la rendre plus simple. Et donc là, l'idée, c'est de se placer dans... L'agriculteur a envie de tenter quelque chose de nouveau en termes de pratique, en termes de... Donc, c'est pas... J'optimise, hein, ça peut être quelque chose de très nouveau, voilà, donc qui rejoigne l'agroécologie, je ne sais plus, il y avait molle et puis forte, enfin oui, bon, bref, voilà. Et donc, on va l'équiper avec du numérique pour faciliter en fait la collecte de données, le partage et le partage avec les chercheurs. Et c'est là-dessus qu'on va arriver à injecter un petit peu plus d'agroécologie forte. Sinon, il ne faut pas se leurrer. Quand on met agroécologie et numérique, les agriculteurs, on leur demande de faire 2 pas de côté. Et c'est casse-figure. Ok. Un petit complément, en fait, nous, à Grenoble, on essaie de commencer à travailler en lien avec le projet local sur la sécurité sociale de l'alimentation. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est très connu, enfin, qui connaît le concept. Vous levez la main. Oui, c'est quand même très peu connu. Et donc là, il y a différentes... Il n'y a pas un schéma unique, mais il y a au moins une réflexion qui potentiellement peut donner lieu à des ruptures. Plus en termes d'interaction entre les différents acteurs de l'agroalimentaire. Il y a un lien avec la santé et des modèles économiques, voire démocratiques, en fait. Donc, comment on co-décide des besoins d'un territoire en termes d'alimentation, de santé, et quel dialogue entre consommateurs, citoyens, et les producteurs. Donc là, il y a un potentiel de rupture. Voilà. Merci beaucoup. Ah, tu veux parler, Pierre, encore? Le constat est public maintenant. Non, très rapidement sur la prospective, moi, pour avoir participé à différents exercices de ça, j'étais souvent agacé, je peux dire directement, par la faible place laissée à des constats un peu objectivés de la part des sciences sociales. Et voilà. Et du coup, ce qu'on essaie de faire avec le ministère là, c'est justement de dire voilà, on pense qu'on peut quand même apporter des choses sur ce constat. Tu parlais dans tes exemples du début des robots de traite. Bon, quand même, on est à peu près sûr que ça ne joue pas sur l'écologisation si on regarde du point de vue des sciences sociales. La thèse de Théo, voilà, on a quand même des choses objectives à dire et des fois, ça va un peu vite là-dessus avant de passer à du backcasting ou d'autres choses, des choses comme ça. Donc là, très content des interactions avec le CEP pour dire voilà, qu'est-ce qu'on peut aider qui puissent être des espèces de ressources pour la prospective. Et alors, c'est pas très facile, mais on se dit qu'on peut sûrement contribuer à ça en laissant des marqueurs et ensuite les gens peuvent jouer avec ça pour construire des scénarios, mais qui s'appuient quand même sur un peu de constat des réalités, des usages, des pratiques. Voilà, c'est pour ça qu'on pense qu'il y a encore un petit effort de documentation à faire là-dessus. Il y a des échanges assez fructueux avec les porteurs de ces grands documents de prospective que je considère utiles quand même pour faire bouger les politiques publiques. Mais c'est la façon dont on crée le lien avec un état des lieux. C'est quoi le backcasting? Pardon, le backcasting, c'est une fois qu'on a fait la prospective et qu'on sait... alors moi, voilà, admettons, on arrive à savoir où on veut aller. Ensuite, on fait les étapes de l'existant pour aller vers là. Sauf que souvent, le constat sur l'existant, il n'est pas hyper bien fait, quoi. Du coup, le backcasting a pour moi un sens assez limité, vu qu'on n'a pas pris le temps de faire un diagnostic un peu propre du point de vue des sciences sociales. Et pour répondre à la question un peu spécifique de Xavier, donc du coup, nous, dans Biodicapt, sur nos réseaux de parcelles, c'est des réseaux qui ont été construits autour de gradients à la fois de paysage et d'intensification de pratiques, et du coup qui regroupent différentes formes d'agriculture, agriculture de conservation des sols, bio, conventionnelle, avec de la variation aussi à l'intérieur de ces systèmes-là. Alors, du coup, globalement, on n'est pas trop sur des systèmes en rupture.
à l'exception du réseau de parcelles dit Vitae. Donc Vitae, on en a parlé des jours précédents, c'est un projet du PPR cultivé, protégé autrement. Et donc c'est un réseau de parcelles, c'est un sous-ensemble de ce projet. Donc ça, c'est des parcelles qui ont été choisies sur tout le territoire par de la traque à l'innovation et donc qui sont pour être fortement diversifiées et avec des bas de niveau d'utilisation de pesticides. Et on a discuté à notre première visio d'avoir quelques points qui se positionnent effectivement très en rupture. Et ce qui a été cité, c'est ce qui se fait ici sur la plateforme K6 à Dijon et puis le verger circulaire de Gautron comme deux exemples dans lesquels on pourrait déployer nos protocoles pour avoir un petit peu des points extrêmes. Alors pour poursuivre sur ce point-là, donc nous dans co-breeding, il y a un mélange de cas, je dirais plus marginaux. Typiquement, Julie vous a montré ce qui se fait en co-conception autour de poules et blé ou arbres fruitiers. C'est des cas très très marginaux de systèmes d'élevage et culture. Donc là, on essaie d'explorer des cas comme ça et à côté, on a des cas pour, je dirais, des programmes de sélection nationaux ou privés, typiquement comme la tâche en bovin. Donc on essaie de regarder un peu les deux, sachant que je vais retourner en termes d'objectifs de sélection, souvent j'avais animé un groupe de travail et de réflexion il y a quelques années là-dessus pour toutes les filières animales, et on a fait aussi des travaux dans le cadre du métaprogramme Métabio sur l'abeille, donc rien à voir avec nos espèces classiques. Quand on interroge par exemple des agriculteurs bio versus non bio dans une espèce, ils ont les mêmes objectifs. Peut-être ils vont pondérer un peu différemment la résistance aux maladies par rapport à d'autres, mais globalement, ce qu'il nous faut améliorer, c'est toujours les mêmes caractères. Et ok, encore une réponse, Jacques? Non? Bon, très bien. Ben, merci beaucoup pour vos présentations, les questions du public.